Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, je sais peut-être que le titre que vous voyez en dessous est un peu ce que l'on appelle un putaclic, c'est-à-dire un titre exagéré, un titre, comme on dit, c'est très souvent un titre buzz, et qui des fois correspond pas du tout ou très peu au contenu de la vidéo. Sauf que là, oui, je vais vous dire que la République est morte. La République aujourd'hui, elle est malade. Elle est malade parce que depuis des décennies, si vous vous intéressez un petit peu à l'évolution des choses, on constate que les gouvernements successifs ont dépecé plus ou moins le pays sous le prétexte que ça coûte cher, qu'il faut baisser la dette, surtout avec en plus de ça derrière Bruxelles et sa Commission européenne et ces fameuses recommandations qui mettent la pression pour que l'État se désendette de plus en plus. Donc ça veut dire forcément on baisse les budgets, on fait des sacrifices, on élimine un certain nombre de services qu'on transfère entre les mains d'un secteur privé, et tout le tralala. Et arrive la pandémie. Et là, avec la pandémie, force est de constater que ce que l'on disait depuis quelques années sur le fait que nos droits fondamentaux commencent à plus ou moins être modifiés, voire disparaître, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu avec le fameux état d'urgence terroriste depuis 2015, où je rappelle, par exemple, que désormais vous pouvez voir débarquer chez vous à 6h30 du matin des policiers, des CRS ou je ne sais quoi d'autre pour une perquisition et vous mettre en garde à vue pendant 12, 24 voire 72 heures, sous prétexte parce que vous avez fait une vidéo où vous appelez à la révolution. Oui, et en plus de ça, sans qu'un juge, puisque je rappelle normalement, une perquisition se faisait avant sur ordre d'un juge. Maintenant, l'ordre du juge n'est plus obligatoire. Depuis 2015, depuis que cette fameuse loi état d'urgence pour essayer de lutter contre le terrorisme a instauré ce principe. Alors évidemment, on ne va pas débarquer chez les gens n'importe comment. On va toujours évidemment justifier de débarquer à 6h30 du matin sous le prétexte que vous êtes dans le cadre d'une enquête qui peut éventuellement rentrer dans le cadre d'activités terroristes. Mais oui, je rappelle, la fameuse loi sur la sédition. La loi de la sédition, ce n'est pas une loi qui a été faite contre l'État islamique ou contre l'islamisme radical. C'est une loi qui a été faite contre toute forme de sédition. Si vous êtes un youtubeur et que vous appelez à la révolution, que vous appelez à l'insurrection, eh bien vous tombez sous le coup de cette loi parce que vous êtes un séditieux. Donc à partir du moment où vous êtes un séditieux, eh bien un dossier ou une enquête peut être ouverte à votre compte et vous pouvez très bien débarquer en moins de 24 heures, à 6h30 du matin, la police pour faire une perquisition chez vous. Voilà. Parce que, évidemment, ce qui devait être temporaire à l'époque, eh bien, lorsqu'un certain Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, il a institutionnalisé un certain nombre de principes, si bien qu'aujourd'hui, maintenant, débarquer chez vous pour une perquisition à 6h30 du matin sans un ordre du juge, c'est maintenant dans la loi. Voilà un exemple parmi tant d'autres de certains droits qui ont été un petit peu dévoyés, modifiés, resserrés, etc. Et là arrive la pandémie, et force est de constater qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas vacciné, eh bien, vous êtes un pestiféré. Le 1er juillet, le pass sanitaire européen est en place. Évidemment, la question c'est, oui, mais jusqu'où il est valable? Eh bien, il est valable, en fait, pour tout déplacement dans l'Union européenne. C'est-à-dire, si vous prenez l'avion, le train, ou même si vous dépassez la frontière, vous pouvez très bien subir un contrôle aléatoire, et que si vous n'avez pas de passe sanitaire, si vous n'avez pas été vacciné, eh bien, vous faites demi-tour. L'espace Schengen, libre circulation des marchandises et des personnes, eh bien, on n'y est plus, puisque toutes les personnes n'ont plus ce bénéfice, n'ont plus ce droit. Si vous n'êtes pas vacciné, si vous n'avez pas de passe, eh bien, vous ne pouvez pas prendre le train, vous ne pourrez pas prendre l'avion, vous ne pourrez pas voyager même en Belgique, ou en Allemagne, ou en Suisse, ou en Italie, quoique la Suisse, comme ils ne font pas partie de l'Union européenne, je crois qu'ils n'ont pas le pass, donc... l'impression que les Suisses vont se récolter tous ceux qui ne sont pas vaccinés et qui vont vouloir trouver un petit peu de changement d'air. Hein. D'autant plus que le mois de septembre et les fameux variants, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de nouvelles restrictions.
Parce que, évidemment, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le taux de vaccination a baissé, c'est-à-dire que la demande a baissé. Ah, catastrophisme. Si bien que ça rend rageux, évidemment, tous les pro-vaccins. Ça rend rageux, évidemment, dans les médias. On a vu récemment, hein, Monsieur Le Chypre, qui s'est fondu d'une diatribe accusant les non-vaccinés d'irresponsables, de criminels, et que, à la limite, ça ne serait lui, on irait chercher par la peau des fesses les non-vaccinés, on irait les emmener de force avec les menottes pour se faire piquer. Bon, à l'heure actuelle, pour l'instant, on n'en sait rien si le CSA réagit ou si ce monsieur a été suspendu de l'antenne. Hein. Mais le propos est inacceptable. Ce propos est inacceptable. Or, si monsieur Le Chypre est toujours à l'antenne, bon, ben maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. C'est qu'ils vont y venir. Et ils y viennent. Ils y viennent. Pour preuve. Covid-19, la Haute Autorité de Santé ouvre la voie à la vaccination obligatoire pour les soignants. On y vient. Alors attention, Emmanuel Macron a bien rappelé, non, c'est que pour les soignants. Ce n'est pas pour l'ensemble de la population. Mais je pense que vous avez tous l'expérience qu'un jour on entend noir, le lendemain on entend blanc et le surlendemain on entend gris. Dans un communiqué publié jeudi, l'organe consultatif y voit un jeu éthique évoquant la possibilité d'élargir l'obligation vaccinale à toute la population. Macron, vous voyez, Macron dit non, mais c'est pas... Et là, le Conseil d'État dit, dans la possibilité qu'on l'étende à toute la population. La pression montait ces derniers jours de la part de l'exécutif qui avait brandi à plusieurs reprises la menace de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé. Cette fois-ci, c'est au tour de la Haute Autorité de Santé, l'AS, de recommander clairement et sans détour, dans un communiqué publié jeudi 1er juillet, l'organe consultatif évoque même la possibilité de l'étendre dans un second temps à tous les Français pour donner une nouvelle impulsion à la campagne vaccinale. Et, si ça ne suffisait pas, on a appris que le Sénat a incité à ce que l'obligation vaccinale soit amenée à être peut-être imaginée, pensée, voire sollicitée. D'où ce titre, La République est morte. Le Sénat, qui est l'un des deux corps du Parlement, joue contre les droits fondamentaux du peuple. Le droit de choix. Le fameux droit éthique dont l'HAS se prétend jouer. Le code de Nuremberg, je vous rappelle, qui est ce fameux code qui insuffle le fait que désormais on ne peut et on ne doit jamais imposer un traitement à une personne sans son consentement dans la mesure où cette personne est saine d'esprit et de corps pour être capable de prendre un libre arbitre et un choix, une décision. Je rappelle que ce code de Nuremberg, qui n'est pas une loi en tant que telle, insuffle néanmoins un certain nombre de principes dans un grand nombre de pays, dont la France, qui en 2002 a validé par une loi le fait qu'on ne peut pas expérimenter ou obliger une personne à subir un traitement sans son accord, sans son consentement, ou le consentement d'une personne de tutelle, etc. Eh bien aujourd'hui, le Sénat va à l'encontre de ce principe. Pour moi, la République est morte. Si la représentation nationale va à l'encontre d'un droit fondamental de l'humain tel que défini dans la loi de 2002, du citoyen tel que décrit dans la Constitution et de toutes les lois qui s'en suivent sur le plan éthique de santé,
eh bien cette représentation nationale ne représente plus qu'elle-même, ne représente plus que l'intérêt de ce gouvernement, de ces lobbying, d'imposer la vaccination obligatoire. Attention, j'espère que vous prenez bien conscience que aujourd'hui, c'est ça. Ce que le Sénat propose aujourd'hui, demain, il pourrait très bien le proposer sur des éléments dogmatiques. Dogmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je vous explique dans les précédentes vidéos, qui, de fait, de par leur contenu, pourraient très bien me mettre, moi, en tant que séditieux, puisque je remets en question la démocratie. Je remets en question la République. Demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si sur Internet il y a une montée contre le système établi, contre la République, contre la démocratie, interprétée évidemment de cette façon, tous les gens qui aujourd'hui veulent la révolution, veulent un coup d'État, veulent que les choses changent, veulent qu'on remette les choses à plat, veulent voir la démocratie française changer de constitution et renforcer l'autorité, la suprématie, la souveraineté du peuple contre cette oligarchie, contre cette plutocratie, contre ces mondialistes, eh bien aujourd'hui ces mondialistes, on vient de leur donner les outils, on vient de leur donner le pouvoir pour vous faire taire. Vous verrez, au fur et à mesure du temps, aujourd'hui c'est le vaccin, demain ça sera l'idéologie. Demain ça sera interdit de remettre en question la République. Demain ça sera interdit, ça sera séditieux. Et on débarquera chez vous à 6h30 du matin, en perquisition. On vous mettra en garde à vue pendant 24 heures. Regardez aujourd'hui un certain nombre de gens qui sont des penseurs. Alors des penseurs avec des contenus parfois sulfureux, mais ce ne sont que des penseurs, des libres penseurs. Ce ne sont que des idéologues. Ce sont des gens qui n'ont tué personne. Ce sont des gens, même je dirais, que lorsqu'on a au moins la curiosité et l'honnêteté de regarder et d'écouter ce qu'ils disent, ne font pas de l'incitation, mais donnent leur point de vue. Aujourd'hui, des gens comme Soral, des gens comme Rissen, des gens comme, je ne me souviens plus de ce nom, de ce Breton qui aujourd'hui est expatrié au Japon, de cet autre monsieur qui avait constitué un comité de salut public, etc., qui, pareil, aujourd'hui est ennuyé par la justice. Regardez les identitaires. On peut être d'accord ou pas d'accord avec leurs mouvements ou leurs idées, mais est-ce qu'ils ont tué des gens? Est-ce qu'ils ont incité des gens à tuer d'autres gens? Est-ce qu'ils ont incité à tirer à balles réelles sur des immigrés parce qu'ils traversent une frontière? Non. Ils ont juste mis le doigt sur des principes fondamentaux de souveraineté. Et bien aujourd'hui, le gouvernement a dissous les identitaires. Et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, si vous voulez revenir à la souveraineté, ben aujourd'hui vous n'avez plus que 2 partis, hein, celui de Philippot et celui d'Asselineau. Il n'y en a pas d'autres. Parce que même Dupont-Aignan, de toute façon, Dupont-Aignan, il va nous refaire le même scénario qu'il nous a fait en 2017, c'est que après le premier tour, il va se rallier à Marine Le Pen. Marine Le Pen qui ne veut pas sortir de l'Union maintenant. Marine Le Pen qui ne veut pas sortir de l'euro. Marine Le Pen qui ne négociera plus rien, puisque, que je rappelle, hein, les accords européens, il faut la majorité, la majorité en effet des États membres pour inviter ou voir mettre en route une réforme des textes européens. Même pour changer une virgule ou un point. Donc c'est pas la France qui va se pointer avec son petit drapeau devant les Allemands en disant hey, nous on veut revoir un petit peu les textes. Et non, vous ne les reverrez pas. Si vous atteignez, si vous avez la majorité de l'accord de la majorité des États membres, oui, mais déjà nous les Allemands, bah, c'est niet. Donc déjà, au revoir.
Méfiez-vous de ces gens, de ces politiciens qui disent que nous voulons renégocier les accords européens, comme M. Mélenchon qui le dit par exemple. Mais non, vous ne pourrez pas, il ne pourra jamais. Les textes sont clairs. Regardez toute la foire, regardez tout ce que ça a mobilisé comme énergie, comme manipulation, comme propagande sur le Brexit. Et aujourd'hui, l'Angleterre, hormis la pandémie, mais est-ce que ça y est, s'est effondré? Est-ce que c'est la catastrophe économique en Grande-Bretagne? Est-ce que les gens meurent dans la rue, comme certains le prédisaient, la misère, l'inflation, etc. Ça n'a pas eu lieu. Bon, en revanche, par contre, on essaie de piquer les big capitalistes de la City pour essayer de créer un pôle économique de marché européen. Puisque je rappelle, l'Europe, le poumon économique, le marché principal européen, c'était la City. C'est pas Paris, c'est pas Bruxelles, c'est pas Berlin, c'était la City de Londres. Or, maintenant, la City de Londres, elle est sortie de l'Union européenne, donc l'Union européenne n'a quasiment plus de place financière, au même titre que les Américains avec Wall Street, au même titre que Hong Kong ou Shanghai, au même titre que Tokyo pour le Japon. Donc là, c'est la petite guéguerre. C'est est-ce qu'on va à Berlin? Est-ce qu'on va à Bruxelles? Ce serait bien que ce soit à Bruxelles, puisque Bruxelles est déjà le siège de l'Union européenne. Il y a Strasbourg. Non, mais Strasbourg, on s'en branle. On n'en a rien à foutre de Strasbourg. Enfin, là, je suis désolé. Là, aujourd'hui, je pense que les Français... Alors là, évidemment, on est le 3 juillet. Donc là, évidemment, les gens pensent plutôt vacances. Dans la mesure s'ils en ont les moyens, parce que c'est pareil. Là, pour l'instant, l'inflation, il y a des gens peut-être qui le voient, mais il y en a d'autres qui ne le voient pas. Parce que je rappelle qu'à ce moment, on commence à constater qu'il y a un certain nombre de pénuries qui commencent à arriver. Moi, je vous le dis, aux États-Unis, on commence à avoir des prix qui commencent à s'envoler. Bon, c'est pas flagrant, mais quand vous achetiez avant votre paquet de chips de 2,50 $ et que là, maintenant, il est à 3,40 $, ça commence à poser des questions. Donc, je ne vais pas refaire un état de la situation d'une manière générale sur ce qu'on a déjà parlé concernant la République, mais il faut bien admettre que de toute façon, la pandémie, comparativement moi, à ce que j'ai pu voir aux États-Unis, il y a eu des règles sanitaires, il y a eu des lockdowns. Alors, les lockdowns, c'est-à-dire des fermetures de business, fermetures d'entreprise, mais d'une manière générale, on pouvait encore circuler avec le masque, en se nettoyant les mains au gel hydroalcoolique, avec des jauges à l'intérieur des magasins, avec des distanciations sociales, etc. Mais on pouvait encore circuler. Certains États ont mis des couvre-feux. Par exemple, nous, en Caroline du Nord, on avait un couvre-feu jusqu'à 22 h. Donc moi, jusqu'à 22 h, le soir, les restaurants pouvaient tourner avec du go-out, c'est-à-dire du emporté, si vous voulez. Ceux qui avaient des surfaces suffisamment grandes pouvaient respecter les normes sanitaires, c'est-à-dire fonctionner avec presque la moitié de leur couvert, mais arriver à fonctionner quand même. Donc, si vous voulez, l'économie aux États-Unis ne s'est pas arrêtée du jour au lendemain. À l'exception de certains endroits comme Los Angeles, New York, ou des grandes villes américaines, où là, en effet, les taux de contamination étaient tellement élevés que là, ils ont littéralement fermé toute l'économie et même pratiqué le couvre-feu très très tôt. Mais ailleurs aux États-Unis, on a pu continuer à vivre. Contrairement en France, où entre les autorisations de circulation qu'on faisait nous-mêmes, etc., c'est clair qu'aujourd'hui, il y en a qui ne vont pas s'en relever, d'ailleurs qui ne s'en relèveront pas. Et comme si ça ne suffisait pas, donc je rappelle, les droits fondamentaux éthiques avec la vaccination vont petit à petit disparaître au profit donc d'une obligation. Donc ça veut dire que d'un côté dans la loi, on ne va pas obliger les gens, on ne
va pas aller les chercher par la peau des fesses pour aller se faire vacciner, mais on va jouer en sorte avec le pass sanitaire, par exemple. Je rappelle, en France, le pass sanitaire, il est valable que jusqu'au 31 décembre. Hein. C'est la loi qui a été votée. Et bon, sauf que s'il y a une 4e vague, il y a très clairement des chances qu'il prolonge, voire peut-être institutionnalisé. C'est-à-dire qu'ils vont dire au Parlement, le pass sanitaire, vu qu'aujourd'hui nous avons un exemple avec la pandémie, avec le Covid-19, il faut nous donner un outil immédiat et utile à utiliser au cas où ça se reproduit. Et hop, je te mets le pass dans la loi, de façon permanente. Ça va arriver, ça va arriver. Mais donc, on ne remet pas en question le statut de citoyen. Mais en revanche, dans une société de consommation, on va avoir des outils, on va réduire vos déplacements, on va réduire vos libertés de pouvoir sortir ou de rentrer dans le pays, on va réduire vos accès à vos loisirs pour vous obliger à vous vacciner. Et ça rejoint ce que le Forum économique mondial, je rappelle le Forum économique mondial, hein, le WEF, a eu un rôle plus important à jouer au cours des 15 derniers mois que beaucoup d'entre vous ne peuvent réaliser, et maintenant ils ont publié un guide utile pour les gouvernements et les responsables de la santé publique du monde entier sur la façon de contraindre et de manipuler le grand public pour se faire vacciner contre le Covid-19. En effet, le Forum économique mondial a déclaré dans un article récent qu'afin d'obtenir une immunité collective contre une maladie présumée de Covid-19, les responsables de la santé publique devraient utiliser la théorie de la publicité, manipuler la façon dont les gens pensent et ressentent l'obtention du vaccin, utiliser les dirigeants communautaires et les agences de santé pour faire de la propagande et offrir des pots de vin comme incitation à aider les sceptiques à franchir les portes des centres de vaccination locaux. La théorie de la publicité s'articule autour du cadre de la hiérarchie des effets qui suggèrent que les clients pensent d'abord, puis ressentent et ensuite font. Le World Economic Forum pense que les décideurs politiques du monde entier ne s'adaptent actuellement qu'aux personnes qui sont déjà intéressées à obtenir le vaccin Covid-19. Il recommande donc que, pour convaincre les sceptiques, les responsables recourent à 3 méthodes simples de coercition et de manipulation. La première étape, c'est que les responsables de santé publique doivent mettre en œuvre et consiste à augmenter les connaissances et surmonter la désinformation. Cela tourne autour de l'étape de la réflexion, de la théorie de la publicité et indique que les dirigeants locaux contactent et éduquent de manière proactive les sceptiques via des médias tels que les appels téléphoniques, le publipostage, la télévision, les panneaux d'affichage et les canaux numériques. Oui, vous avez reçu des appels téléphoniques pour dire « Bonjour madame, voilà, c'est le service de santé, nous voulions savoir est-ce que vous êtes vacciné, est-ce que vous avez l'intention de l'être, etc. Nous vous rappelons qu'il est important, blablabla, etc. » Ça fait partie du plan. Pourquoi recommande-t-il cela? Parce que grâce à la recherche du World Economic Forum, pense que les gens sont susceptibles de croire que le processus d'invention et d'approbation des vaccins a été précipité avec des effets secondaires sous-déclarés. Le problème avec les conseils du World Economic Forum ici est que les gens ont tout à fait raison de croire que le processus d'invention et d'approbation a été précipité. Ils ont également raison de croire que les effets secondaires sont sous-déclarés. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait. Et en effet, force est de constater, et récemment il y a une vidéo qui est sortie des services de Raoul qui parle justement aujourd'hui comment avoir une approche statistique sur les corrélations entre les vaccins et les décès et le Covid-19. Et on se rend compte qu'en effet, quasiment tous les pays qui sont dans les plus hauts niveaux de vaccination, dont d'ailleurs la Mongolie est aujourd'hui un des pays où les gens sont les plus vaccinés aux 2 doses, et bien c'est dans ce pays qu'on constate une reprise fulgurante de la contamination. Et dans cette vidéo, on dit, oui, voilà les données qu'on a, sauf que le problème,
c'est que les données ventilées, c'est-à-dire les données qui permettent de faire le distinguo entre les contaminés, vaccinés, non vaccinés, vaccinés une dose, deux doses, etc. Eh bien, par exemple, on a le CDC qui dit bah, nous, on va arrêter de faire cette ventilation, on va juste donner des données brutes. Donc, comment on va pouvoir étayer l'année prochaine, ou même cette année ou à la fin de l'année, l'efficacité des vaccins, si on n'a pas de données pour déterminer si, parmi tous les contaminés qu'on va avoir dans les futures nouvelles recrudescences de contamination, combien sur les 10 000 gens qu'on va noter comme étant contaminés, il y en a qui sont vaccinés une dose ou deux doses, avec tel ou tel vaccin. Eh bien, on ne pourra pas le faire, parce qu'on ne va pas ventiler les données. Voilà. On en est là. Quant aux effets secondaires sous-déclarés, eh bien, avez-vous déjà entendu parler du programme de carte jaune du MHRA, Medicine and Healthcare Production Regulatory Agency, l'agence de réglementation des médicaments et produits de santé? Beaucoup de gens ne l'ont pas fait, et c'est précisément pourquoi les effets secondaires sont sous-déclarés. En effet, ces fameux sites, que ce soit celui américain ou européen, ce sont des déclarations qui sont faites soit par des professionnels de santé, c'est-à-dire des médecins traitants, ou parfois même, après étude, des personnes elles-mêmes. Sauf qui a utilisé ces outils? Qui a été voir un médecin pour ses effets secondaires? Moi, par exemple, j'ai pas été voir de médecin pour mes effets secondaires. Donc je ne serai pas dans les statistiques. Bon, j'ai eu des effets secondaires, mais qui sont mineurs. Donc, je considère que c'est un bien peut-être pour un mal. Je dis bien c'est un mal peut-être pour un bien. Je ne prétends pas, je ne fais pas de prosélytisme pour le vaccin. Personnellement, je me suis fait vacciner, mais je ne suis pas plus convaincu que je ne risque pas de choper le Covid dans les mois à venir. Parce que je suis conscient de ce qu'est un vaccin. Ce n'est pas une solution miracle. Que c'est un produit qui peut fonctionner sur un certain nombre de pathologies, que c'est un procédé qui a fait ses preuves sur la généralité. Hein, c'est le fameux bénéfice-risque. Ça aussi, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça sur le principe, pas uniquement sur le vaccin actuellement du Covid-19. Sur Facebook, je me suis accroché avec quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre ce que j'étais en train de lui expliquer sur la théorie scientifique, sur l'application scientifique du principe du vaccin ou même de tout traitement. Donc je parlais d'une généralité qu'on considère l'efficacité d'un traitement à partir du moment où le bénéfice est bien majeur par rapport au risque. Hein, c'est-à-dire que sur 1 million de personnes qu'on va traiter avec un traitement, s'il y en a 10, 20, 30 qui meurent ou 50 qui ont des effets secondaires, bah, excusez-moi, mais sur 50 ou même 70, sur 1 million de gens, le bénéfice-risque est tout à fait acceptable. Sauf que quand on commente ça sur un tableau où quelqu'un vous met 1576 morts avec les 3 vaccins, ouais, mais sur combien de vaccinés? Il faut remettre les choses à l'échelle. Attention, je ne fais pas de prosélytisme des vaccins, je parle simplement là de la méthodologie. C'est la méthodologie qui consiste à dire on accepte une part de risque à partir du moment où la proportion de majorité de gens qui seront traités auront un bénéfice. C'est ça le principe. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Oui, vous faites de la propagande, du prosélytisme. Je ne fais pas de propagande, de prosélytisme, j'explique un principe éthique de santé. Comment ça fonctionne? Je ne parle pas là, actuellement de ce qui est en train de se passer avec les vaccins. Je parle de ce qu'on fait, de ce qu'on applique à tous les développements pharmaceutiques, que ce soit des traitements, des vaccins, des traitements légers, traitements lourds, etc. Je ne fais pas de prosélytisme. Ça aussi, là en ce moment, il y a un moment donné, il faut arrêter le fanatisme, la frénésie, l'hystérie. Soyons honnêtes, soyons droits, soyons en raison gardée. Qu'il y ait des polémiques, qu'il y ait des problèmes avec les vaccins Covid-19, oui, il y en a. Je rappelle, et d'ailleurs je vais vous le rappeler, les phases. Phase 3, actuellement, tous les vaccins. Certains auront déjà des confirmations peut-être à la fin de l'année, mais les protocoles prévoient que quasiment tous les vaccins qui sont actuellement en action
à l'échelle internationale, leur validation ne sera acceptée que pour certains à partir de 2022, voire pour d'autres 2023. Sauf ça, évidemment, c'est pas chez BFM, CNews, TF1, France Télévisions, France Inter, Europe 1, etc. qu'on vous le dira. Bien, c'est faites-vous vacciner. D'accord ? Donc, faut faire la part des choses entre ce que la science applique et après, évidemment, tous les problèmes de business qu'il y a derrière, dans les empires pharmaceutiques, etc. Évidemment que ça existe. Le lobbying pharmaceutique existe. Le lobbying pharmaceutique a très souvent poussé les autorités à accepter de valider des produits et qu'on a vendus, qu'on a promus à tire-larigot, même pour des gens qui n'en avaient pas besoin. Quand vous avez Madame Bachelot qui vous dit « Oui, vous savez que les règles actuellement qu'on a mis en place, justement, c'est pas suite au scandale. » Ben oui, mais des scandales, il y en aura encore. Parce que, voilà, le lobbying est tel aujourd'hui, avec des enjeux financiers tels. Preuve en est, c'est que vous avez aujourd'hui, même en France, des gens à qui on a confié des responsabilités et qui pourtant ont fait des déclarations d'intérêt. Mais attention, quand je dis des déclarations d'intérêt, c'est pas toutes déclarations. C'est uniquement les déclarations d'intérêt qu'ils ont dans le cadre de certaines activités publiques. Ce qu'ils ont fait avant, ils n'étaient pas obligés de le marquer. Hein ? Je rappelle Madame Lacombe, qui a fait la promotion de Remdesivir. Ça ne lui pose pas de problème aujourd'hui de continuer à aller sur les plateaux de télé pour défendre la vaccination. Même devant un journaliste qui essayait de lui faire dire que, oui, mais attendez, vous comprenez bien qu'en éthique, en science, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que le vaccin protège à 100%? Elle était bloquée. Elle a dit non, mais moi je vous parle que il faut appliquer le sens commun, l'intérêt commun, donc il faut se faire vacciner. Oui, mais est-ce que le vaccin est efficace? Oui, non, mais pour l'instant, je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Donc ça veut dire que vous êtes en train tout simplement depuis un an de mentir aux gens pour les obliger à se vacciner, leur faire croire, monts et merveilles, de leur faire croire que la vaccination c'est la baguette magique, alors qu'en réalité ça n'a jamais été le cas pour que ce soit n'importe quel vaccin ou n'importe quel traitement. Tout ce qu'on a pu développer depuis que la médecine est médecine n'a pas forcément fonctionné sur tout le monde. Si vous reprenez la grippe saisonnière, vous allez vous rendre compte, il y a des gens qui meurent de la grippe. Merde. Pourtant, on fait des promos, on fait des vaccinations tous les ans, on fait des cocktails parce que les nouvelles souches... merde, il y a quand même des gens qui meurent de la grippe. Donc pourquoi est-ce que on aurait aujourd'hui un vaccin contre la Covid-19 qui nous protégerait du Covid-19 et ferait enfin disparaître ce virus? Parce qu'honnêtement, c'est ce que parfois on entend. Vous avez quand même des journalistes qui osent dire que la vaccination a permis d'éradiquer des maladies. Non. Les vaccinations n'ont pas éradiqué des maladies. Elles ont réduit leur impact. Mais elles n'ont jamais éradiqué quelconque maladie. Même celles qui aujourd'hui sont considérées comme de moins en moins fréquentes, de plus en plus rares, on a toujours des cas. Pourquoi? Parce que tous ces virus ne vont pas attendre les vaccins pour dire c'est bon, je peux laisser tomber. Mais non, ça évolue. Regardez l'Ebola, par exemple. Comme par hasard, il y a une campagne vaccinale qui a été faite en Afrique avec la participation de la Fondation Gates. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui a émergé? Une nouvelle souche plus virulente de l'Ebola, qui s'est quand même répandue jusqu'en Afghanistan. Bon, vu qu'on a des protocoles, vu qu'on a déjà des connaissances sur les vaccins, etc., on a réussi à trouver rapidement un nouveau vaccin pour lutter contre cette nouvelle souche. Mais cette nouvelle souche, elle est bien née quelque part. Donc le Covid-19 aujourd'hui, je rappelle, j'ai des amis chercheurs qui ont travaillé sur 10 000 variants de la souche Covid. 10 000. Alors en effet, sur les 10 000, il y en a quelques-uns qui ressortent du lot comme étant un peu plus virulents, etc. Mais tous les autres sont, à quelques petits détails près, assimilables à la souche d'origine. Mais vous avez quand même 10 000 différents variants.
Je veux dire, il n'y a pas que l'être humain qui a évolué dans la nature, il n'y a pas que les animaux qui ont évolué dans la nature. La nature nous donne aujourd'hui des leçons que les espèces, selon les endroits, suivant les climats, suivant les géologies, se sont adaptées. Pourquoi les virus, eux, n'auraient pas le droit de s'adapter? Pourquoi les virus, demain, avec toutes les vaccinations qu'on a, ils se diraient, hey, votre vaccin là, et puis tout d'un coup, ah, nouvelle épidémie de Covid et tout, il faut tout le monde vacciner. Mais non, mais tout le monde est déjà vacciné. Bah, il faut revacciner tout le monde. Ça devient du délire. Mais comme justement cette réalité scientifique, on ne veut pas que les gens prennent conscience, eh bien, on fait de la désinformation, on fait de la manipulation, on en vient, comme Monsieur Le Chypre sur BFM, à devenir presque totalitaire. Hein, son discours, il a été très clair, hein, c'est les non-vaccinés, vous fermez vos gueules, vous allez vous faire vacciner, ou sinon on va vous chercher par la peau de cul. Je sais pas, mais chez les anciens qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, ça doit leur rappeler de sales souvenirs quand même, hein. Cela rend le nombre réel d'effets indésirables et de décès signalés assez effrayant lorsque l'on tient compte de la sous-déclaration. Or, selon le 21e mise à jour publiée par le gouvernement britannique, la MHRA, sur les effets indésirables du vaccin Covid-19, il y a eu 973 425 effets indésirables allant de légers à extrêmement graves et 1356 décès jusqu'au 16 juin 2021. Alors, là encore, 1356 morts sur les millions de gens vaccinés, je suis désolé, c'est acceptable. Mais là encore, en effet, ce sont des données de ce qui a été déclaré. On n'a pas toutes les données. Donc, on est dans le bénéfice du doute. Or, aujourd'hui, quand vous avez des gens qui prennent 1356 morts pour dire « Oh, regardez, il ne faut pas se vacciner, c'est dangereux, etc. » Je comprends. Mais attention, mesure, raison gardée. Restons cohérents. Restons cohérents sur les chiffres officiels. De toute façon, quels que soient les traitements que vous ferez, même si dans 10 ans on fait de la statistique, si on n'a pas des statistiques précises, si on ne fait pas de la ventilation, etc., ben on aura toujours des données brutes. Parce que là, c'est de la donnée brute. 973 425 effets indésirables allant de léger à extrêmement grave. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, sur les 973, quelle est la proportion de léger? Est-ce que vous avez les 2/3? Est-ce que vous avez les 3/4? Ou est-ce que vous avez seulement la moitié et l'autre moitié, c'était plus grave? On n'en sait rien. Là, il faut aller voir sur les sites, sauf qu'évidemment, il y a une certaine fainéantise de la part de certaines personnes, des deux côtés, hein, ceux qui sont censés informer et ceux qui sont contre les vaccins, qui ont la fainéantise d'aller chercher les données et de regarder par eux-mêmes la proportion de données. Moi, je les ai regardées, hein, les statistiques. On est en effet sur 2/3 d'effets secondaires légers. Hein, les graves représentent à peu près un quart en moyenne, hein, un quart d'effets graves. Donc voilà, je veux dire, mais attention, encore une fois de plus, c'est pas pour légitimer les vaccins, hein, ce que je dis. Les vaccins, aujourd'hui, je le répète, on est des cobayes. Les vaccins ont été développés dans l'urgence dans le cadre d'une pandémie, donc on vend des vaccins à des gens qui, en effet, peut-être ne devraient pas se faire vacciner, parce qu'ils ont des pathologies, parce qu'ils ont des complications, parce qu'il y a des allergies, etc. Or, tout ça, c'est balayé, tout ça, on ne prend pas en considération. On veut obliger tout le monde de se vacciner sans prendre en considération ce que d'ailleurs le professeur Raoult a toujours répété. On diagnostique avant de traiter. Parce que si on traite sans diagnostiquer, ben là, en effet, on risque de faire des conneries. On risque de filer un vaccin à quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est allergique à l'un des composants du vaccin. Et ben, du coup, oui, on prend le risque, en effet, de tuer la personne. Voilà, là, ça, par contre, ça, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on va faire vacciner des gens qui ne devraient pas se faire vacciner avec ces vaccins-là parce que sinon, ils vont avoir des problèmes. Parce qu'ils ont des pathologies annonciatrices ou des pathologies sensibles à ce type de vaccin. Mais est-ce que, alors, quand des médecins traitants
Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce conflit entre les services de santé publique qui ont voulu essayer d'empêcher les médecins traitants d'avoir leur libre arbitre de savoir qui a le droit, qui peut se faire, qui ne peut pas se faire vacciner, etc. Parce qu'ils veulent la vaccination totale. Ils en ont rien à foutre si l'un de vos membres de votre famille est peut-être allergique sans le savoir à quelque chose, et quand il va recevoir la première dose, 15 minutes après, il va avoir des convulsions, des complications, et puis il va peut-être mourir en moins de 72 heures. Il est là le problème. Et c'est pour ça qu'il y a certaines plaintes qui sont déposées de façon légitime, c'est que on a dans l'urgence précipité les choses sans que l'État, sans que les autorités, les pouvoirs publics, les médias aient l'honnêteté de dire bah écoutez, vous avez le choix, soit vous faire vacciner, mais en revanche, soyez assurés que vous pouvez vous faire vacciner, que vous n'ayez pas d'allergie, que vous n'ayez pas de complications, etc., que vous ignorez. Hein, vous savez, c'est comme... je prends juste un exemple pour se souvenir. Souvenez-vous de ce qu'il disait Michel Onfray lorsque un jour un de ses amis lui a sauvé la vie parce qu'il ne se sentait pas bien, parce qu'il avait certains symptômes, mais qu'il n'avait pas su traduire ces symptômes comme quoi il faisait un AVC. Et que c'est grâce à un de ses amis qui lui dit non, va tout de suite voir tel médecin, etc., va te faire un diagnostic, etc., et que le diagnostic est tombé, il avait fait un AVC. S'il n'avait pas été voir ce médecin, s'il avait resté dans la conviction qu'il avait peut-être mangé quelque chose qui ne passait pas, ou qu'il avait un mal de crâne, ou qu'il faisait peut-être une allergie, etc., ben, il aurait pu y rester. Donc c'est ça. Ça aussi, c'est un truc qui est à prendre en considération. C'est notre capacité, à un moment donné, à savoir interpréter nos symptômes par nous-mêmes pour nous dire, attends, là, il faut que j'aille consulter parce qu'il y a peut-être un problème. Ce que beaucoup de gens ne font pas. Donc ces gens qui ont des fois peut-être des maux de tête assez réguliers, s'ils se font vacciner et que dans les moins de 72 heures ils décèdent, bah c'est peut-être parce qu'ils n'auraient pas dû se faire vacciner. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués avant. Parce que dans l'urgence d'une pandémie, eh bien tout le processus qui permet justement logiquement sur des protocoles établis par la médecine de diagnostiquer, c'est-à-dire d'éliminer les risques par rapport à un traitement. C'est pour ça que quand vous avez des gens qui sont hospitalisés pour des maladies graves, on les prévient, on leur dit voilà, il n'y a pas de traitement qui est efficace, il n'y a pas de traitement qui existe pour vous. Sauf qu'on a des traitements mais expérimentaux. Donc on va chercher votre consentement. Est-ce que vous êtes prêt à accepter, à prendre le risque d'utiliser ce traitement-là pour peut-être être guéri ou peut-être en effet mourir. Mais prenez conscience que grâce à vous, on pourra faire évoluer les choses. Là, on revient au fameux code de Nuremberg, c'est-à-dire le consentement. Le consentement informé. Et pas juste, bah tiens, on a un traitement pour vous, par contre, vous signez là, et puis c'est bon. Non, là, c'est souvent d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous devez signer des tas de papiers, sauf qu'en général, si vous ne prenez pas le temps de lire, si vous signez sans relire, bah, le jour où il vous arrive un pépin, vous ne pouvez pas vous retourner contre le médecin, contre l'hôpital, etc. parce que vous avez signé la décharge. Et dans la décharge, il y a la petite ligne qui dit que nous ne sommes pas responsables des effets secondaires par rapport à ce traitement, etc. Moi, quand j'ai été me faire vacciner Moderna, j'ai des documents, moi j'ai lu les documents, donc je suis informé. Je suis informé des risques, je suis informé des responsabilités, etc. Vers qui je peux me tourner, s'il y a un problème, un truc comme ça. Est-ce qu'en France, vous qui vous êtes fait vacciner là, est-ce que vous avez eu ces papiers? Est-ce que vous les avez lus? Pas sûr, hein? Enfin, le World Economic Forum suggère également qu'un autre moyen d'améliorer les sentiments des sceptiques vis-à-vis des vaccins consiste à jouer sur la peur, de passer à côté, d'en manquer, le Fear and Missing Out, le FOMO, à la fois socialement et économiquement. Pour y parvenir, le World Economic Forum recommande que les responsables de la santé publique utilisent des tactiques qui induisent la culpabilité et le regret. Et dites, en France, on est en plein dedans là, hein? Faire culpabiliser de façon récurrente, la pression, des appels téléphoniques, les médias, les cartons, la publicité, la radio, l'internet, vous allez sur un site internet, est-ce que vous êtes vacciné? Nous vous rappelons que faire vacciner c'est important, blablabla, etc.
Vous avez remarqué que vous n'êtes pas vacciné, que quand vous allez sur Internet, sur des sites français, tout d'un coup, vous avez une multitude de messages qui vous rappellent inconsciemment, vous savez, comme la fameuse image subliminale hein, qu'on connaît tous maintenant dans la publicité. Il y a pas mal de publicité sur Internet, c'est ça, hein, c'est le sous-entendu. C'est pas bien, vous n'êtes pas vacciné, vous êtes méchant, vous êtes irresponsable. Le problème ici est que les vaccins Covid n'empêchent pas l'infection et la transmission. Donc, l'utilisation de messages tels que ceux recommandés par le World Economic Forum, c'est de la coercition et n'équivaudrait pas à un consentement éclairé, car au lieu de cela, les personnes seraient extrêmement mal informées. On est en plein dedans. Regardez l'autre, là, le Chypre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la menace. On n'explique pas. On n'explique pas, on vous prend pour des moutons, en fait. Donc vous êtes les non-vaccinés, les moutons noirs, et les vaccinés, les moutons blancs. Vous savez ce qu'on fait, les moutons noirs, à terme? Il a seulement été prouvé que les injections Covid réduisaient le risque d'être hospitalisé ou de mourir de Covid à risque, qui est déjà incroyablement faible pour la plupart des gens, s'élevant à environ 0,02% en moyenne. J'essaierai de vous remettre les petits tableaux que j'ai tirés de cette vidéo. Je vous les mets ici. Donc ils vont dérouler, hein, vous verrez. Hein. Alors, excusez la qualité, des fois c'est un petit peu, pas forcément très bonne qualité, mais je veux dire, c'est des tableaux qui sont très intéressants à publier et à distribuer aux gens. Et puis, si j'y pense, rappelez-moi, parce que des fois j'oublie un peu, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Ils n'ont pas mesuré si une personne vaccinée pouvait toujours être infectée par le Covid-19 et ils n'ont pas mesuré si une personne vaccinée pouvait toujours propager le virus conformément à la théorie des germes acceptée par le grand public. Et oui, parce que la question aujourd'hui, et vous pouvez remarquer, c'est que dès que vous abordez le sujet, vous dites oui mais attendez, une personne vaccinée, est-ce qu'elle est contaminante ou pas? Et là, oui non mais c'est pas le problème. Ben si, c'est le problème. C'est que si les gens vaccinés peuvent contracter le Covid et donc peuvent être contaminants, à quoi sert tout votre salamalek sur alors les contaminés, les vaccinés, vous pouvez retirer le masque, vous pouvez aller dans les fêtes et machin, etc. Par contre, les non-vaccinés, le masque, etc. C'est-à-dire que en fait, vous allez laisser les vaccinés se contaminer entre eux. Remarquez, c'est pas mal hein, pour faire de l'immunité collective. La troisième et dernière étape du World Economic Forum recommande aux responsables de la santé publique de mettre en œuvre implique la corruption et le démarchage téléphonique. Cela tourne autour de l'étape faire de la théorie de la publicité et indique que des incitations devraient être offertes pour contraindre les gens à se faire vacciner contre la Covid-19 ainsi que pour harceler les gens à leur domicile dans le but de les persuader de prendre le vaccin à plusieurs reprises. On n'a pas vu des magasins filer 5 € pour un vaccin? C'est acheter le consentement. Là, c'est acheter le consentement. C'est-à-dire qu'on utilise le sentiment consumériste cupide des gens pour accepter de se faire vacciner. Donc, c'est pas du libre arbitre, là. On achète le consentement. Il conseille également que des cliniques éphémères soient mises en place dans des zones mal desservies avec des populations hésitantes à la vaccination et de créer des équipes d'essais de vaccins qui harcèlent les personnes à domicile sous prétexte d'atteindre les personnes enfermées à la maison ou éprouvent des difficultés à se rendre au centre de vaccination. Le Forum économique mondial a déclaré qu'il croyait que l'application de l'approche centrée sur le patient pense ressentir faire aux problèmes de communication du vaccin Covid-19 améliorera les efforts visant à accélérer l'immunité collective mondiale, assurer une réouverture et une reprise économique sûre et surmonter cet important défi sanitaire et économique pourrait dépendre de telles tactiques. Le vaccin Covid-19 n'assurera pas une réouverture ou une reprise économique sûre, tout comme Covid-19 n'a jamais provoqué une fermeture et une décimation sûre de l'économie. Ce sont les gouvernements tyranniques et leurs conseils scientifiques
unidimensionnels qui ont fermé, détruit l'économie, mais cela n'a pas pu se faire sans l'adhésion inconditionnelle du grand public. En effet, personne aujourd'hui ne pourra dire dans l'histoire si on n'avait pas fermé, si on n'avait pas confiné, si on avait juste adopté des mesures sanitaires, comme certains pays l'ont fait, par exemple la Suède ou la Corée. Est-ce qu'on en serait arrivé au même résultat? Alors après, attention, faire des comparatifs comme ça de pays, de méthodes radicalement différentes, il faut aussi prendre en considération la population, le nombre de population, où se concentre la population, et aussi la culture de la population. Il est évident que si vous comparez les Français avec des Asiatiques, la comparaison est déjà nulle et tacite, parce que les Asiatiques, d'une manière générale, surtout les Japonais, les Coréens, sont des gens relativement disciplinés par nature et par éducation, ce qui n'est pas le cas chez les Français. Donc, vous ne pouvez pas mettre en application ce qui a été fait en Corée en France, parce que les comportements des gens sont complètement différents. Le Japon, par exemple. Le Japon, ça fait depuis des décennies, voire des siècles, à partir du moment où on a commencé à prendre conscience et en considération les réalités scientifiques de la santé, eh bien, les Japonais, très tôt, sont éduqués à lorsqu'ils ressentent, par exemple, une petite gorge qui gratte, un petit nez qui coule, etc., tout de suite, ils mettent le masque. Ils mettent le masque pour protéger les autres. En France, je ne suis pas certain que les gens réagissent dans cet état d'esprit de protéger les autres. Le variant Delta prouve que les vaccins covidiques ne sont pas faits pour guérir. L'élaboration d'un vaccin s'échelonne habituellement de 10 à 15 ans. Les vaccins développent le plus rapidement celui contre Ebola a exigé 5 ans d'efforts entre chacune des étapes pour développer un vaccin. On marque habituellement une pause. Celle-ci permet aux scientifiques de minutieusement analyser les données, les résultats, avant de passer à la prochaine phase, et les investisseurs d'interrompre leurs implications à l'issue du projet devient trop incertain. Les essais cliniques chez l'humain se déroulent donc en 4 phases. Donc c'est ces fameuses phases. Alors je vais vous les rappeler. Les essais de phase 1 ont lieu généralement sur quelques dizaines de volontaires. Ils ont pour but d'observer les éventuels effets secondaires très fréquents en comparant avec un placebo et un vaccin connu. C'est les fameux tests randomisés. Ils permettent aussi de déterminer la meilleure dose de vaccin expérimental en mesurant les anticorps produits par ces volontaires. La phase 2 élargit les connaissances et inclut plusieurs centaines ou milliers de volontaires dans plusieurs centres cliniques différents. Des volontaires sont suivis pendant plusieurs mois, notamment pour observer l'évolution dans le sang et leur taux d'anticorps et les lymphocytes B et T. Cette étape permet d'étudier les détails de réponse immunitaire pour préciser les schémas d'administration, nombre de doses, combien de doses, quelle capacité de dose, etc. et d'identifier les effets secondaires fréquents. La phase 3 inclut plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de volontaires. Ils ont pour but de savoir si le vaccin protège contre la maladie. Il s'agit donc d'observer dans quelle mesure les personnes vaccinées qui sont exposées aux microbes résistent à la maladie dans les semaines, mois après la vaccination. Ces essais à large échelle sont les seuls capables de détecter les effets secondaires rares, ainsi que de définir dans quelle classe d'âge ou groupe de population de candidats vaccins est efficace ou non. Et c'est également sur ces phases-là qu'on va déterminer, d'une manière générale, les effets secondaires, sur quel type de pathologie et quel groupe de pathologies sont plutôt recommandés d'être attentifs, d'être prévoyants, voire interdire à être utilisés, parce qu'on a constaté justement dans ces essais que les risques sont majeurs. Donc là encore, on est dans l'idée du consentement, de prévenir le patient. Vous savez, vous avez une pathologie particulière qui rentre en contrariété avec le traitement. Maintenant, on peut vous donner le traitement, mais voilà, vous êtes informé qu'il y a un gros risque. Et
ça rejoint un petit peu ce que certains disent sur les fameux tests qui ont été faits par les laboratoires. Je rappelle que c'est les laboratoires eux-mêmes qui ont fait leurs propres tests avec un échantillon randomisé d'un certain nombre de gens. Par exemple, le Pfizer, on dit qu'il y a 14 000 personnes qui ont été testées, sauf que quand on voit le détail des pathologies des personnes, on se rend compte que très rapidement, il y a un certain nombre de pathologies, il y a un certain nombre de critères qui ont été éliminés, par exemple les femmes enceintes. Pourtant, aujourd'hui, on est en train d'essayer de motiver les femmes enceintes de se faire vacciner. Et on a eu les tests qu'on appelle tests contradictoires, c'est-à-dire qu'on a voulu vérifier si les tests laboratoires restent cohérents et on retrouve plus ou moins les mêmes résultats que les laboratoires, c'est les fameux tests Recovery ou le fameux test Discovery. Sauf que là encore, ça s'est très mal passé, il y a eu des influences, il y a eu des pressions, on a retiré l'hydroxychloroquine, mais pourquoi on l'a retiré généralement quand on fait un test, même si un des produits semble ne pas être au début très efficace, etc., on le garde dans le protocole, on ne le retire pas en cours de test. Bon, pourtant, c'est ce qui a été fait avec l'hydroxychloroquine. Les essais phase 4 sont réalisés après la commercialisation d'un vaccin pour préciser son utilisation auprès de la population qui n'avait pas été inclue dans les essais de phase 2 et 3. Voilà, phase 4. On y est. Vous êtes les cobayes de la phase 4. Il s'agit aussi de vérifier si des effets indésirables très rares, mais graves, surviennent chez des millions de personnes vaccinées. Donc en effet, là aujourd'hui, on est en train d'étudier tous les cas particuliers qui n'étaient pas inclus dans les fameux tests faits par les laboratoires ou dans les tests de vérification Recovery ou Discovery, voir quel type de pathologie infime, particulière, peuvent éventuellement être sujets à des effets secondaires graves, voire à des décès. Le World Economic Forum, dans un article récent, le Forum économique mondial a eu un rôle plus important à jouer au cours des 15 derniers mois que beaucoup d'entre vous ne peuvent réaliser. Et maintenant, ils ont publié un guide utile pour les gouvernements et les responsables de la santé publique du monde entier sur la façon de contraindre et de manipuler le grand public sur les vaccins contre le Covid-19. Donc, voilà, je veux dire... alors, je ne vais pas vous lire tout le reste du texte, je vous mettrai de toute façon le lien en description sur ce texte-là. Donc voilà. Alors après, je pense que il faut aussi se poser la question, toute cette manipulation, alors pareil, l'origine du virus, est-ce qu'il est un virus... Alors il y en a qui... aujourd'hui c'est le laboratoire Wuhan qui est vraiment orienté, aujourd'hui on attend de savoir si l'administration Biden va en effet déposer une demande d'enquête officielle pour mettre au clair les choses, sauf qu'aujourd'hui les Chinois commencent à accuser aussi un laboratoire américain, comme quoi c'est de ce laboratoire américain que proviendraient les premières souches étudiées sur ce sur ce SRAS-2. Le fait est, c'est que est-ce qu'on saura, on ne saura pas si c'est un accident, si le virus s'est échappé, comment il s'est échappé, ou est-ce qu'on l'a sorti volontairement, ou est-ce que... En effet, quand on lit les mails de Fauci, on peut éventuellement imaginer est-ce que ça n'a pas été finalement un programme prévu à l'origine pour développer une pandémie mondiale, mais on l'a fait sortir de la Chine parce que la Chine, vous comprenez, elle commence à nous casser les couilles, elle veut l'hégémonie, elle veut être compétitive sur le plan économique, etc. Donc évidemment, les intérêts occidentaux et américains, la Chine devient un caillou dans la chaussure. Donc ça serait tellement super simple de les accuser d'être responsables de la pandémie, puis ensuite de leur faire payer la facture. Mais la réalité, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait mis en place, pourquoi est-ce qu'on aurait provoqué une pandémie, avec tous les aspects particuliers à chaque pays, etc. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi l'économie mondiale. Si vous suivez les vidéos, vous avez pu voir que je vous ai donné des informations comme quoi l'économie commençait à battre de l'aile. Que vous aviez des banques qui commençaient à être dans le rouge,
qu'on commençait à avoir une guerre monétaire effroyable, et que derrière, évidemment, on ne pouvait pas penser, on ne pouvait pas se rappeler de la volonté de ce nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial dont M. Bush père en a parlé, dont M. Clinton a parlé, dont M. Obama a parlé, dont M. Sarkozy a parlé, dont M. Hollande a parlé, dont M. Macron ne parle pas parce que, évidemment, là, ça devient un peu trop voyant. Et que finalement, la pandémie est arrivée à un moment où on était au bord du gouffre d'une crise économique qui aurait été 1000 fois pire que celle de 2008. Et que la pandémie a permis de faire sortir de l'argent de la part des banques centrales, c'est-à-dire de faire de la planche à billets, pour sauver les meubles. C'est-à-dire qu'en fait, la pandémie a été en fait le vaccin temporaire pour éviter l'effondrement économique. L'effondrement systémique. Et relancer des petites guéguerres d'hégémonie, de pouvoir, et mettre en place des lois liberticides, et mettre en place des principes pour commencer à servir les peuples. Puisqu'on n'arrivera pas, dans certains domaines, à acquérir le consentement des peuples. C'est trop long. C'est trop fastidieux. Ça prendrait trop de temps. Donc la pandémie a accéléré ce que peut-être ils avaient prévu de commencer à mettre en place dans les 2025, 2030, 2035. C'est-à-dire modifier les constitutions, modifier les textes, modifier les lois, modifier les libertés, modifier les droits fondamentaux de chaque citoyen dans chaque pays, etc. On teste la capacité à servir le peuple, à le convaincre, à aller chercher son consentement. Elle sert à ça, la pandémie. Et les vaccins sont l'exemple parfait de voir tous les acteurs économiques, médiatiques, politiques, idéologiques, intellectuels, voire même artistiques, à pousser les gens à se soumettre. C'est-à-dire aller jusqu'à les obliger à choisir alors que on oblitère dans leur esprit le droit du choix. C'est, si vous voulez, pour bien comprendre, c'est comme si quand vous rentrez dans un magasin, vous rentrez dans le magasin pour regarder, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais qu'on va tout faire pour vous tenter, pour vous séduire, et vous obliger à vous soumettre, à céder à votre pulsion d'acheter. Vous voyez ? Eh bien, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, vous avez des gens qui achètent ce dont ils n'ont pas besoin, ce qui n'est pas primordial. Aujourd'hui, vous avez des gens qui touchent le SMIC, mais qui vont trouver quand même le moyen d'acheter un Apple à 1200 $, ou 1200 €. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont prêts à accepter la servitude à partir du moment où on leur rassure d'avoir l'Internet, d'avoir une petite maison, d'avoir un jardin, d'avoir la télé, d'avoir le cinéma, de pouvoir aller voir des matchs, de pouvoir sortir. Le revenu universel, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va acheter le consentement des gens de devenir asservis à une règle pour pouvoir toucher un revenu, donc de l'argent gratuit, et pouvoir consommer, conduire, vivre, se déplacer, voilà. Mais avec des astreintes. Parce qu'évidemment, ces astreintes, c'est que s'ils pourront continuer à consommer des produits, à consommer du loisir populaire à la mesure de leurs moyens, mais ils n'auront plus accès au luxe. Ils n'auront plus accès à certaines activités parce que ce sera trop cher. Donc vous aurez des sociétés à deux vitesses. Vous aurez une société de majorité de gens qui seront soumis et asservis à des règles, mais qui pourront continuer à vivre dans des démocraties fantoches, à consommer, à jouir de plaisir, de divertissement, etc. Et une autre, qui elle, aura le bénéfice de tout,
de toutes les libertés, il y a même la liberté peut-être d'utiliser ceux qui sont dans l'asservissement pour obtenir des choses, pour faire des choses. Et là, idéologiquement, économiquement, socialement, 1984, George Orwell, Le meilleur des mondes, Aldous Huxley. Si vous connaissez ces deux livres, si vous lisez ces deux livres, eh bien, je rappelle, de mémoire, 1984 a été écrit après la guerre, 47 je crois, alors que Le meilleur des mondes a été écrit avant la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il a été écrit en 28 ou 38, je ne sais plus. Enfin voilà, je vous mets les dates. Si vous lisez ces deux livres-là, vous allez vous dire, mais merde, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de cette intervention de cet auteur de science-fiction, de romans, etc. Je crois que c'est dans l'émission de Pascal Praud, et qui disait « Je n'aurais jamais pensé vivre dans une société où je me retrouve en face d'éléments que j'ai lus autrefois dans des romans de science-fiction », et il fait justement référence à ces deux grands classiques que sont 1984 et Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Donc, quand vous voyez un petit peu tout ça, plus d'autres choses, ce dont je vous répète très souvent sur la destruction de l'État-nation, sur la volonté d'avoir un gouvernement supranational européen, qui passe donc forcément par l'annihilation de la souveraineté des peuples des pays européens, donc par différents procédés, destruction de l'État-nation, destruction de la fonction publique, transfert des pouvoirs publics vers des pouvoirs privés, ouverture de marché, ouverture de monopole, voire inciter les régionalisations, mais attention, régionalisation sous l'égide et la tutelle de l'Union européenne. La Catalogne, par exemple. Souvenez-vous, quand la Catalogne a fait son référendum et que le référendum voulait l'indépendance, l'Union européenne a dit, attendez, nous ne voulons pas interférer dans les affaires interne de l'Espagne, si vous voulez votre indépendance, ça ne nous pose pas de problème, à condition que vous nous assuriez que vous restiez membre de l'Union européenne. Pensez bien que les Catalans, ils ont dit non, mais justement, si on veut notre indépendance, c'est pas pour rester dans votre merde. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Union européenne a appelé, ok, allô Madrid, vous réglez le problème de vos indépendantistes catalans, rapidement, merci. L'Union européenne n'est pas contre les indépendantismes. L'Union européenne va même aider l'Écosse à refaire un référendum d'indépendance. Pourquoi? Parce que son intérêt à l'Union européenne, c'est tout simplement de détruire les États-nations. Donc comment détruire les États-nations, ne serait-ce que pas seulement au niveau des institutions politiques, constitutionnelles, de structures, etc. C'est peut-être aussi réussir territorialement à démanteler les pays. C'est-à-dire alimenter les régionalismes, les indépendantismes, à condition que les indépendantismes assurent la garantie que si demain l'Écosse décide de reprendre son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, que l'Écosse s'assure de rester membre ou de devenir membre en tant qu'État indépendant de l'Union européenne. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ça. On va certainement en reparler parce que les choses évoluent pas forcément dans le bon sens. On en reparlera parce que là, ce qui est en train de se passer en Europe et plus particulièrement en France est très grave. Après, c'est une question de chacun d'en prendre conscience. Vous verrez que le Delta, ils vont s'en servir pour vous confiner à la rentrée. Alors là, si on refait un confinement à la rentrée, mais non seulement ça ne sera pas crédible parce que on aura tellement milité pour faire de la vaccination que tout compte fait, les gens vont se dire mais attendez, on est à 60-65% de vaccinés et pourtant là, on a encore un variant et vous allez nous reconfiner parce qu'il y a des contaminations. Regardez en Grande-Bretagne, en ce moment, ça chauffe en Grande-Bretagne.
Vous avez des manifestations tous les week-ends, et c'est pas quelques centaines de personnes. Hein. Il y a eu une manifestation, je crois, il y a 3 semaines ou 2 semaines, ils étaient 1 million à Londres. 1 million à manifester dans les rues. Parce que, à un moment donné, il dit, attendez, vous nous avez obligés à nous vacciner, etc. Et là, la contamination reprend. Alors oui, elle reprend, mais dans ce cas-là, laissez-nous vivre. Laissez nos immunités faire justement le contraire. C'est que si vous avez un pic de contamination et que finalement les hospitalisations, etc. sont très faibles, ça prouve qu'au moins votre vaccin, il fonctionne. Il nous protège. Alors pourquoi décréter toutes ces mesures? Parce que pénalement, vous avez peur. Vous avez peur du risque. Donc vous allez retuer l'économie, vous allez retuer des acteurs et des pans économiques, parce que vous voulez protéger votre cul. Mais attendez, comme je vous l'ai dit, 2022-2023, ça ne va pas tenir. Nous, ici aux États-Unis, je peux vous dire que le variant Delta, on en parle, mais pour l'instant, il n'est pas question, surtout à l'aube de la période estivale, de remettre des contraintes, etc. Là, à Los Angeles, ils sont en train de tout relâcher parce que sinon, la Californie, dans 2 ans, elle fait faillite. D'autant plus que là, en ce moment, ça commence à gueuler parce que la taxation, la fiscalité commence à augmenter de façon un petit peu trop significative. Donc là, il y a des gens qui commencent à se dire, oh, dites la Californie, vous êtes gentil, mais là, nous, on ne peut plus, quoi. Non, on va voir ailleurs. Hein? Je vous rappelle la vidéo que je vous ai faite sur les exodes des États qui ont récupéré pas mal de gens aux États-Unis, que c'est de mémoire, je ne sais plus, c'est l'État de New York, Pennsylvanie, Michigan, Californie, qui sont les États qui ont le plus d'exodes. C'est-à-dire que c'est les États où il y a le plus de gens qui s'en vont. Et là où les États récupèrent le plus de population, c'est le Texas, la Caroline du Nord, la Floride, et puis je ne sais plus quel autre, je crois que c'est le Nevada, Nevada ou Colorado, je ne sais plus. Enfin, si je remets la vidéo, je vous la mets là en lien. Donc voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. D'ici là qu'on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Que puis-je vous souhaiter d'autre, si ce n'est de bien vous porter, et puis évidemment, essayez de passer de bonnes vacances.